Bonjour, alors merci beaucoup à vous pour votre participation à ce webinaire. Aujourd'hui, nous accueillons HandiConsult, l'équipe d'HandiConsult représentée ici par le docteur Lemonnier, donc, qui est médecin généraliste et médecin douleur au centre HandiConsult, et Anne-Laure Perronnet, infirmière diplômée d'État à HandiConsult. Donc, merci beaucoup à elle d'avoir accepté de développer aujourd'hui le thème du rapport à la douleur et de l'autisme dans le cadre de la semaine organisée pour la Journée mondiale de l'autisme. Donc, il y a encore 2 webinaires qui auront lieu à partir de demain. Donc, demain matin, sur les témoignages autour de l'autisme, donc, puisqu'il était important que des personnes autistes puissent apporter donc, ce retour sur leur propre expérience. Et l'après-midi, donc, le docteur Lemonnier du Centre Ressources Autisme, donc, homonyme du docteur Lemonnier d'aujourd'hui d'HandiConsult, donc, qui interviendra sur les processus développementaux et l'autisme. Pour les questions et réponses que vous pouvez poser sur ce webinaire, vous pouvez le faire sur l'onglet Q&R qui est disponible en bas de votre écran. Je vous encourage à le faire vraiment sur cet onglet-là, puisque ça permet de vraiment suivre toutes les questions qui seront posées. Donc, vous pouvez les faire sur le thème forcément abordé aujourd'hui et de façon assez synthétique et pas trop individuelle si possible. Vous pouvez également, au terme du webinaire, répondre à l'enquête de satisfaction. Vous avez une partie commentaires qui vous permet notamment de préciser des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés en fin d'année. Donc, d'autres webinaires sont prévus avec d'autres partenaires en fin d'année 2021. Donc, il est possible, si vous le souhaitez, d'indiquer des thèmes qui vous intéressent. Voilà, je vais laisser maintenant la parole au docteur Lemonnier et à Anne-Laure Perronnet. Et je vous remercie encore à la fois pour votre participation et HandiConsult pour leur présence aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, nous tenons à remercier Madame Perrier de nous avoir invités à ce webinaire qui nous tient aussi particulièrement à cœur. Voilà, bienvenue à tous les participants. Alors aujourd'hui, du coup, nous avons fait le choix de vous proposer un topo sur le rapport à la douleur et autisme. Donc le plan va se présenter de cette façon. Hop, alors attendez, déjà si j'arrive à vous le présenter. Voilà. Alors, nous allons déjà commencer par poser le cadre de cette présentation en évoquant quelques idées reçues. Ensuite, nous vous parlerons de quelques études qui se sont intéressées à la sensibilité douloureuse chez les sujets avec TSA en comparaison aux sujets neurotypiques. Ensuite, nous vous donnerons quelques exemples de problèmes somatiques chez cette population pouvant être source de douleur. Ensuite, quelques exemples sur les particularités sensorielles pouvant engendrer des douleurs. Nous nous attarderons ensuite quelques instants, bien évidemment, sur quelque chose de très intéressant qui sont les échelles de la douleur. Et nous terminerons ce topo par quelques exemples de cas cliniques. Alors, donc pour poser déjà un peu le cadre de ce topo, nous pouvons nous poser quelques questions, quelques idées reçues. Les personnes en situation de handicap ne ressentent pas la douleur. Bien sûr que c'est faux. L'absence de plainte ne signifie pas l'absence de douleur. J'espère que tout le monde est bien au clair là-dessus. Ensuite, une deuxième question, une deuxième idée reçue, les examens médicaux normaux signifient l'absence de douleur d'ordre physiologique. Évidemment, c'est encore une fois faux, puisque s'il existe des signes évoquant une douleur, cela doit conduire à aller plus loin dans les investigations et à poursuivre les examens complémentaires. Troisième question, les personnes avec TSA ont un mode d'expression de la douleur qui peut être différent par rapport aux personnes neurotypiques. La réponse est oui. Mais cela signifie-t-il que les personnes avec TSA ont une sensibilité moindre à la douleur? Bien évidemment, cela est faux et nous allons développer un petit peu notre topo autour de ce sujet. Il existe de nombreuses études concernant la nociception chez les patients avec TSA. Alors, la nociception, c'est la sensibilité douloureuse. Beaucoup d'études se sont intéressées à ce sujet en comparaison à la nociception chez les sujets neurotypiques.
Donc, comme je disais, beaucoup d'études, beaucoup de résultats différents et différentes théories ont été proposées. Certaines études ont porté sur l'évaluation de l'expression faciale chez les patients avec TSA face à un stimuli douloureux. Et certaines études ont mis en évidence une augmentation de la mimique faciale lors du stimuli douloureux qui était souvent en fait un prélèvement sanguin dans l'étude proposée. D'autres études ont même établi des échelles d'évaluation, des échelles faciales mesurant la spécificité des mimiques en réponse à une expression douloureuse. D'autres études ont cherché à mesurer le dosage des opioïdes chez les enfants avec TSA. Les bêta-endorphines, c'est une hormone naturelle en réponse à un stimuli douloureux. Donc, ces études ont cherché à mesurer ce taux dans le sang. Certaines ont prouvé qu'il existait une augmentation du taux de bêta-endorphine par rapport aux enfants neurotypiques. A contrario, d'autres études ont montré qu'il existait une diminution de ce taux de sécrétion de bêta-endorphine chez les enfants avec TSA par rapport aux enfants neurotypiques. Et d'autres études n'ont pas mis en évidence de différence de ce dosage. Tout cela pour dire qu'il existe des résultats bien différents selon les études, et cela peut s'expliquer par des procédés et des types de dosage biochimiques différents en fonction des études. L'étude la plus intéressante de ces dernières années est l'étude de Torchman réalisée en 2009, qui a étudié la réactivité comportementale des enfants avec TSA face à un stimuli douloureux. Et là encore, le stimuli douloureux proposé était la réalisation d'une prise de sang. Cette étude a comporté plusieurs phases et a obtenu des résultats très différents. Parfois, notamment sur la première phase, cette étude a mis en évidence une augmentation de la réactivité comportementale face à la douleur chez les patients avec TSA par rapport au groupe témoin. La deuxième phase, elle, à contrario, a montré une diminution de la réactivité comportementale face à la douleur. Et la troisième phase n'a montré aucune différence entre les deux groupes. Tout cela encore pour dire que les résultats des études sont parfois très différents, très variables en fonction des protocoles utilisés. Parfois, les résultats sont rendus par l'évaluation des parents, parfois des éducateurs spécialisés, et tout cela rend des résultats très hétérogènes. Dans cette même étude, l'hypothèse privilégiée a quand même été que la réactivité comportementale était diminuée chez les sujets avec TSA, mais cela n'indiquait pas nécessairement une sensibilité moindre. Effectivement, le mode d'expression de la douleur est potentiellement différent chez cette population de patients, et cela s'explique par les troubles de la communication qui sont souvent au premier plan chez les enfants avec TSA. La représentation du corps est également souvent différente et le mode d'expression est souvent aussi altéré par les déficits intellectuels. Cette étude a quand même été plus loin pour appuyer un petit peu cette théorie et à mesurer l'activité du système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'en fait, elle a mesuré la fréquence cardiaque au moment du stimuli douloureux et il a été mis en évidence une augmentation plus importante de la fréquence cardiaque chez les patients avec TSA au moment du stimuli douloureux que chez les patients neurotypiques. Et il a également été mis en évidence une augmentation du taux de noradrénaline plasmatique. La noradrénaline plasmatique, c'est également une hormone naturelle de notre corps qui est sécrétée en réponse à un stimuli douloureux afin d'apaiser la sensation douloureuse. Tout cela met en évidence qu'il existe une hypersensibilité nociceptive chez ces patients, alors que l'échelle comportementale, elle, révèle souvent une hyposensibilité. La conclusion de cette étude est que l'absence de composante d'expression de la douleur ne signifie pas que le sujet ne ressent pas de douleur. Ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir.
Alors, nous allons maintenant vous présenter les comorbidités qui peuvent engendrer une douleur. Donc, la première, que l'on retrouve quand même de manière très fréquente, ce sont les troubles digestifs. Il y a une prévalence qui est, selon les études, entre 10 à 70% de prévalence de plus pour les personnes avec autisme par rapport à la population neurotypique. Alors, on retrouve évidemment la constipation. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve nous aussi beaucoup en Handiconsulte. On retrouve les gastrites, les reflux gastro-œsophagiens, les ulcères, les colites. Voilà, toutes ces pathologies, tous ces troubles digestifs, entraînent évidemment une douleur, une gêne, voire une douleur importante. Et ça, évidemment, pose des problèmes dans la vie quotidienne de ces personnes. Ensuite, une prévalence aussi importante avec l'autisme, c'est l'épilepsie. 20 à 35% des personnes avec autisme présentent une épilepsie, donc c'est plus que la population de personnes neurotypiques. Alors l'épilepsie, ça a évidemment des conséquences sur la vie quotidienne des personnes. Il faut aussi un suivi neurologique, il faut des traitements. Enfin voilà, ça a vraiment des conséquences sur toute la vie de ces personnes. Mais ça engendre aussi des douleurs, parce que lorsque la personne notamment fait une crise, par exemple une crise tonico-clonique, à la suite de cette crise, il peut y avoir de la confusion, il y a souvent une énorme fatigue. En termes de douleurs, on retrouve des douleurs musculaires, des maux de tête. Voilà, c'est quand même, notamment en termes de douleurs, voilà, on retrouve beaucoup, après une crise tonico-clonique, des douleurs musculaires. L'autre trouble qu'on retrouve beaucoup chez les personnes avec TSA, ce sont les troubles du sommeil. Il y a une prévalence vraiment qui est importante, qui peut aller jusqu'à 80% des personnes avec TSA qui ont des troubles du sommeil, selon les études. Donc, dans ces troubles du sommeil, on retrouve les problèmes d'endormissement, les problèmes de réveil nocturne, la durée raccourcie du sommeil, des personnes qui peuvent dormir que 3 ou 4 heures par nuit, l'altération du rythme circadien, donc des personnes qui vont être réveillées la nuit et être somnolents une grosse partie de la journée. Chez les enfants, même chez les adultes, des cauchemars. On sait que chez les personnes avec autisme, il y a une diminution de la sécrétion de la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est une hormone naturelle qui est sécrétée par le corps au moment de l'endormissement et durant la nuit. C'est vraiment une hormone qui favorise l'endormissement et qui favorise la qualité du sommeil. Donc, évidemment, les troubles du sommeil ne sont pas des troubles douloureux, mais les troubles du sommeil entraînent une fatigue, une sensibilité plus importante aux infections, et tout ça, évidemment, peut entraîner des pathologies douloureuses. Alors, d'autres comorbidités que l'on peut retrouver, notamment les troubles ORL, les otites, les rhinites, les angines. Alors, elles sont majorées chez les personnes avec autisme, notamment pour les personnes avec déficit intellectuel, parce qu'il y a souvent des difficultés de mouchage. Les personnes ne sont pas très coopérantes pour effectuer le mouchage. On le retrouve beaucoup chez nos patients en Handiconsulte. Donc, quand on ne peut pas moucher une personne, la rhinite risque de se surinfecter, ce qui ensuite, derrière, peut entraîner des otites. Et on sait évidemment que les otites sont des pathologies très douloureuses. Une rhinite qui se transforme aussi en sinusite, c'est douloureux. Une angine, c'est douloureux. C'est des pathologies qui sont souvent sous-diagnostiquées, à la fois parce que les personnes ne sont pas en capacité d'exprimer leur douleur, à la fois aussi parce que les troubles du comportement font que ces personnes sont difficilement examinables, acceptent difficilement qu'on leur regarde les oreilles, qu'on leur regarde la gorge. Des otites qui peuvent traîner comme ça pendant 15 jours, 3 semaines, ça peut être extrêmement douloureux. On retrouve évidemment les problèmes dentaires, les caries, le tartre, les gingivites. Alors, c'est des choses qu'on retrouve aussi beaucoup, nous, à Handiconsulte. Les personnes, notamment avec déficience intellectuelle, c'est parfois très compliqué de leur laver les dents. On le retrouve aussi beaucoup chez les enfants avec autisme. Ils ont du mal à accepter le lavage de dents, à la fois peut-être en lien aussi avec les troubles sensoriels. Les parents expriment souvent que c'est très, très compliqué de leur laver les dents. Et en institution, c'est pareil. Les personnes autistes qui vivent en masse ont du mal à accepter le brossage des dents. Donc, ça majore forcément le tartre, ça majore les infections des gencives, ça majore les caries. Là, il y a une grosse difficulté de prise en charge aussi au niveau des soins dentaires pour ces personnes. Peu de dentistes, malheureusement, sont sensibilisés à l'autisme.
C'est un soin qui est difficile, ce sont des soins qui sont douloureux. Donc la prise en charge, effectivement, qui est souvent en fait lorsque la douleur est très importante. Une fois que les caries sont très importantes, il faut souvent tout arracher. Voilà, tout ça, ça majore évidemment des douleurs. Les personnes ne sont pas toujours en capacité de dire qu'ils ont mal aux dents. Donc ça peut traîner comme ça pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tous les problèmes orthopédiques, les problèmes de pied, les problèmes de scoliose, de hanche, d'ostéoporose. Alors au niveau des pieds, on retrouve beaucoup les personnes avec autisme qui marchent avec les pieds en équin. Donc ça entraîne des problèmes au niveau des tendons qui peuvent à la longue être douloureux. Les problèmes de hanche comme tout un chacun, les problèmes d'ostéoporose comme tout un chacun aussi, de rhumatisme, mais qui sont difficiles à diagnostiquer aussi chez ces personnes parce qu'ils ne vont pas forcément manifester leur douleur. La prise en charge va être plus compliquée. Donc, ils peuvent rester aussi longtemps avec des pathologies comme ça douloureuses. Tous les troubles gynécologiques, les règles douloureuses, l'endométriose. Donc, c'est pareil, hein, pour les règles douloureuses, c'est souvent difficile d'arriver à comprendre, notamment avec la personne autiste avec déficience intellectuelle, qu'elle a mal quelques jours avant ses règles. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à évaluer et donc pas forcément facile à prendre en charge. L'endométriose, qui est déjà pas forcément toujours très bien diagnostiquée pour les personnes neurotypiques, encore plus difficile à diagnostiquer chez les personnes avec autisme et qui est une pathologie, comme on sait, extrêmement douloureuse. On retrouve aussi une prévalence des problèmes psychiatriques, donc le TDAH, les troubles anxieux, les dépressions, les psychoses, les troubles alimentaires. On sait notamment que les personnes autistes dites Asperger sont quand même plus souvent confrontées à des dépressions ou à des troubles anxieux, en lien certainement avec leurs difficultés sociales, avec parfois les errances diagnostiques qu'ils ont eues avant que le diagnostic de TSA soit posé pour eux, leurs difficultés à s'intégrer dans le monde du travail. Voilà, on retrouve beaucoup ce genre de troubles. Les troubles alimentaires aussi, avec toute la sélectivité alimentaire, l'anorexie, voilà, qu'on retrouve beaucoup chez les personnes avec TSA. Alors évidemment, ce ne sont pas des troubles en eux-mêmes qui sont douloureux, mais on sait très bien qu'une personne avec une dépression majeure va être dans un mal-être qui peut à la longue entraîner des douleurs chroniques. Donc c'est évidemment à prendre en compte ces problèmes psychiatriques quand on veut prendre en charge une personne et notamment une personne qui va avoir des douleurs. Et on retrouve enfin les problèmes urinaires, les infections urinaires, l'incontinence. Alors au niveau des infections urinaires, la problématique, ça va être souvent pour ces personnes de les diagnostiquer. Ce n'est pas forcément facile de faire un prélèvement urinaire à une personne TSA avec des troubles du comportement. En ce qui concerne l'incontinence, ce n'est pas forcément un problème en soi, mais c'est vrai qu'il peut y avoir de la macération, il peut y avoir des douleurs de peau. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte. Alors là, on vous a mis le diaporama. Donc, c'est un schéma qui a été fait par la HAS. Je ne vais pas le développer particulièrement parce qu'il est très dense, mais sachez que vous pouvez le consulter facilement sur le site de la HAS. Il regroupe un petit peu toutes les affections somatiques les plus fréquentes qu'on peut retrouver pour ces personnes, et ainsi que les facteurs liés au contexte personnel et les facteurs liés au contexte environnemental. Voilà, il est très bien fait, mais je vous invite à le consulter par vous-même parce que ça prendrait beaucoup de temps de tout développer. Voilà, maintenant nous allons passer aux particularités sensorielles et à la douleur. Donc, depuis que le DSM-5 parle de dyade autistique, c'est très intéressant puisqu'on retrouve maintenant les spécificités sensorielles comme un des critères diagnostiques de l'autisme, donc en termes de hyper ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles. Alors, c'est vraiment bien parce que c'est vraiment maintenant pris en compte ces particularités sensorielles qu'une majeure partie des personnes avec TSA ont. Alors là, je vais vous donner en fait pour chaque canal sensoriel un exemple parce que je ne pouvais pas tout citer, ce n'était pas possible et ça n'avait pas de sens, ça aurait été trop long. Chaque personne va avoir ses propres particularités sensorielles.
Donc, c'était pas possible de faire de tout écrire, mais on a pris un exemple pour chaque canal sensoriel pour montrer comment les particularités sensorielles peuvent jouer sur la douleur et entraîner des douleurs. Alors, au niveau du canal visuel, quelqu'un par exemple qui va être hypersensible, une lumière vive peut chez cette personne entraîner des douleurs très importantes au niveau des yeux, voire même des céphalées. Donc déjà, en soi, ça entraîne une douleur. Une personne qui va être hypersensible, qui va être douloureux au niveau des yeux ou de la tête à cause de la lumière, une personne qui va être en déficience intellectuelle, ne va pas savoir forcément exprimer cette gêne, ne va pas forcément comprendre pourquoi, et ça peut aller jusqu'à des mutilations de la tête, se taper la tête, s'appuyer sur les yeux, donc ce qui entraîne évidemment une douleur supplémentaire. En ce qui concerne le canal auditif, donc quelqu'un qui va être hypersensible, pour cette personne, certains sons, ça peut être le son d'une moto, ça peut être la sonnerie du téléphone, peu importe, ça va vraiment dépendre des personnes. Certains sons peuvent être extrêmement douloureux. Et déjà, en soi, ça entraîne une douleur, mais en plus, ça peut entraîner aussi des mutilations des oreilles. Au niveau du goût, là, on est sur l'autre versant, dans l'exemple que je prends. Une personne qui va être hyposensible au niveau du goût, au niveau gustatif, va peut-être être en recherche de sensations. Et cette recherche de sensations peut entraîner l'ingestion de produits non alimentaires, voire même des produits caustiques, ou d'aliments et de liquides trop chauds. Donc la conséquence évidemment de ça, ça va être des brûlures au niveau de la bouche, des brûlures au niveau de l'œsophage, ça peut être même très très grave. Si la personne avale un produit caustique, le pronostic vital peut même être engagé. Alors, au niveau tactile, on est aussi sur l'exemple de l'hyposensibilité. La personne qui va être hyposensible au niveau tactile va aussi être en recherche de sensations. Donc, la recherche de sensations, mais ça peut passer par des grattages très importants qui peuvent aller jusqu'à des blessures et des surinfections ensuite de lésions de grattage. Ça peut être aussi la chaleur. La personne qui va être hyposensible ne va pas forcément se rendre compte à la douche qu'elle a mis de l'eau bouillante et ça peut aller jusqu'à des brûlures graves. Et puis évidemment, la personne qui va être hyposensible en recherche de sensations peut énormément s'automutiler. Au niveau de la proprioception, la personne va prendre des postures atypiques. À la longue, ces postures atypiques sur plusieurs années peuvent entraîner des troubles articulaires importants qui vont évidemment entraîner des douleurs. Au niveau de l'interoception, c'est-à-dire les sensations internes, je vous ai mis les deux. Alors, une personne qui va être hypersensible peut, par exemple, ressentir ses mouvements intestinaux de manière très, très importante, ces mouvements de la digestion. Et nous, neurotypiques, on ne se rend pas compte, mais ça peut être extrêmement douloureux. Et inversement, une personne hyposensible ne va pas du tout ressentir une douleur interne, sauf qu'on sait très bien que la douleur, ça va être souvent le premier signe diagnostique qui va nous permettre de diagnostiquer une maladie. La personne qui ne va pas ressentir la douleur, il y a un risque effectivement de passer à côté parfois de quelque chose de grave comme une appendicite. Et enfin, au niveau vestibulaire, la personne peut être en recherche de sensations au niveau du mouvement, quitte à se mettre en danger avec des risques de chute et des blessures qui peuvent être importantes. Donc forcément, entraîne une douleur. Maintenant, nous allons vous parler des échelles d'évaluation de la douleur. Vous en avez certainement tous rencontré, enfin, notamment les soignants et puis le personnel travaillant dans les établissements médico-sociaux. Il en existe de plusieurs types, les échelles d'auto-évaluation et les échelles d'hétéro-évaluation. Les échelles d'auto-évaluation, elles s'adressent au personnel communicant, c'est-à-dire les adultes, et elles sont validées pour les enfants à partir de 6 ans. Elles permettent d'évaluer la douleur selon ses caractéristiques et son intensité. Alors, il en existe plusieurs.
Je vous ai mis des exemples, hein, les plus connus, l'échelle des visages, qui permet effectivement voilà, d'évaluer la douleur en fonction voilà, des différentes mimiques du visage. Donc, le patient lui-même va notifier sur l'échelle des visages celui qui correspond le plus à sa douleur au moment du questionnement. L'échelle du bonhomme, le schéma du bonhomme, ça c'est une échelle qui est beaucoup utilisée en pédiatrie. Donc l'enfant va cibler sur le schéma du bonhomme les zones où il ressent de la douleur et il peut même, avec différentes couleurs et une échelle de couleurs, noter l'intensité de sa douleur, de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée. D'autres échelles qui sont assez connues, l'échelle visuelle analogique et l'échelle numérique, qui permettent d'évaluer le seuil de douleur de 0 à 10, 0 pas de douleur, 10 la douleur maximale imaginable. Donc ça, ce sont des échelles pratiques, faciles à utiliser. Il existe aussi le questionnaire de Saint-Antoine qui est un petit peu plus intéressant parce que lui, il évalue la douleur sur différentes dimensions, mais en fait, en pratique, il est peu utilisé en routine parce qu'il est assez fastidieux à remplir. Donc, ces échelles-là que je vous ai présentées, elles sont assez intéressantes, mais par rapport à notre population, elles ne nous intéressent pas. Celles qui nous intéressent, ça va vraiment être les échelles d'hétéroévaluation, parce qu'elles s'adressent directement aux personnes dyscommunicantes. Et en fait, une échelle d'hétéroévaluation, c'est une observation par une tierce personne. Ça peut être aussi bien un soignant, un aidant, la famille, un éducateur, enfin voilà, vraiment les personnes qui sont autour du patient et qui sont là pour évaluer à un moment donné, est-ce que le patient ressent une douleur ou pas. Et en fait, l'observation par cette tierce de personne des manifestations comportementales, ce sont des indicateurs de la douleur, par exemple l'expression faciale, les mouvements corporels, les cris, les pleurs, l'état de veille ou de sommeil. De la même façon, il existe des échelles d'hétéroévaluation unidimensionnelles ou multidimensionnelles. Bien sûr, les plus intéressantes, ça va être les multidimensionnelles, mais je vous présente brièvement les unidimensionnelles. Ça va correspondre à peu près à celle qu'on a déjà vue. Ça va être l'échelle verbale simple qui va se composer, qui va évaluer la douleur de 0 à 4. 0, pas de douleur. 4, la douleur extrêmement intense. L'échelle numérique, qu'on retrouve aussi comme une échelle d'hétéroévaluation. L'échelle des visages, pareil, ça peut être une tierce personne qui peut remplir cette échelle. Les plus intéressantes pour nous, ce sont celles-ci, les échelles pluridimensionnelles. Elles sont plus intéressantes parce qu'en fait, elles évaluent plusieurs dimensions de la douleur, c'est-à-dire la composante émotionnelle, la dimension psychologique, la qualité de vie, mais elles peuvent évaluer aussi d'autres dimensions de la douleur. Une échelle d'évaluation de la douleur, en fait, c'est intéressant, il faut savoir pourquoi c'est intéressant, parce qu'en fait, en fonction du score, ça va conduire à une démarche qui va être différente. Ça peut conduire à un examen médical, on va solliciter le médecin en lui disant, voilà, on a évalué la douleur, il y a un tel score, il faut prendre un avis médical. Ça peut conduire à la réalisation d'examens complémentaires. Ça sert aussi à réévaluer une prise en charge et ça peut conduire à des décisions thérapeutiques. Quelque chose qui est très intéressant et qui est primordial, c'est de toujours utiliser la même échelle dans le suivi de son patient. Si on commence avec une échelle, il faut utiliser la même pour évaluer le suivi et l'évolution de notre patient. Plusieurs, mais en tout cas, toujours les mêmes. Alors, quelques exemples d'échelles d'hétéroévaluation pluridimensionnelle. Donc, la DOLO+, ça c'est une échelle d'évaluation qui est surtout utilisée en gériatrie, qui est assez fastidieuse, un petit peu longue et qui s'utilise surtout en hospitalisation. Nous, en HandiConsult, nous avons fait le choix d'utiliser l'Algo+, qui est en fait une échelle pluridimensionnelle d'évaluation de la douleur aiguë, notamment chez les personnes âgées et les personnes dyscommunicantes. On a fait le choix de l'utiliser parce qu'en fait, elle est rapide à remplir et c'est quelque chose qui est assez intéressant lors d'une consultation en externe comme on peut faire.
Donc, en fait, elle évalue la douleur par rapport à 5 items, les mimiques du visage, l'étude du regard, l'étude des plaintes du patient, l'étude de la position de son corps et l'étude du comportement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que nos infirmières, en pratique, utilisent en systématique chez les patients qu'on reçoit lors des consultations bilan. L'échelle douleur San Salvador chez l'enfant, donc ça, j'ai choisi de vous la présenter parce que c'est aussi une échelle qui est très intéressante parce qu'en fait, elle s'intéresse à nombreuses dimensions de la douleur. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est pareil en pratique, elle est difficilement réalisable en consultation. C'est plutôt une échelle qui est utilisée en pédiatrie, dans les services d'hospitalisation. Mais bon, il est bien de la connaître. Alors ça, c'est une échelle qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'ESDA, puisque c'est l'échelle qu'on propose en systématique et qu'on envoie dans nos dossiers d'admission pour valider les consultations. C'est une échelle simplifiée d'évaluation de la douleur chez les personnes dyscommunicantes avec troubles du spectre de l'autisme. Alors, pourquoi on l'a choisie? Parce qu'en fait, elle est facile à remplir par tous, hein, aussi bien par la famille que par les soignants. C'est une échelle qui se compose de 6 items. Pour chaque item, en fait, il faut choisir de répondre par oui ou par non. L'item du comportement est-il modifié par rapport à d'habitude? Les mimiques et l'expression du visage sont-elles modifiées par rapport à d'habitude? Oui, non. Les plaintes, les cris, les gémissements sont-ils modifiés par rapport à d'habitude? Oui ou non. Le sommeil est-il modifié? L'opposition lors des soins, existe-t-il ou non? Existe-t-il une zone douloureuse identifiée lors de l'examen? Donc ça, c'est une échelle du coup, qui comporte 6 items. Un score supérieur à 2 signifie qu'il faut en fait suspecter fortement une douleur. La JEDI, alors j'ai choisi de vous la proposer parce que c'est aussi une échelle qui est très intéressante. À l'origine, elle a été créée pour évaluer la douleur post-opératoire chez les enfants non communicants. Elle regroupe 6 items, 6 catégories d'items, les expressions vocales, l'activité sociale, les expressions faciales, le tonus, la réactivité et les signes physiologiques. Voilà, donc elle est aussi très intéressante parce que pluridimensionnelle, mais ce n'est pas forcément celle qu'on a choisi d'utiliser lors de nos consultations, mais il est important quand même de la connaître. Alors, maintenant, quelques exemples de consultation. Donc, on a choisi de vous présenter 3 exemples. On s'est dit que ça serait quand même un petit peu parlant, moins théorique en tout cas. Alors, je vous présente un exemple. C'est une patiente qu'on a eue en Handiconsulte. Donc, c'est Elodie qui présentait depuis quelques semaines des troubles du sommeil avec un endormissement tardif sur un canapé en position assise. En fait, elle refusait d'aller dans son lit au moment du coucher le soir. Elle restait dans le salon de l'unité de vie où elle se trouvait, sur le canapé, et elle s'endormait assise sur le canapé. Donc l'équipe était quand même un petit peu en difficulté par rapport à ça. De plus, elle avait des troubles du comportement à type d'hétéroagressivité avec une anxiété importante. Chose qu'on ne retrouvait pas régulièrement avant l'hétéroagressivité. L'équipe éducative s'est vraiment trouvée en difficulté dans sa prise en charge. Ils ont décidé de faire appel au médecin généraliste de la structure, mais Elodie est très opposante pour les soins et les examens. Donc, son médecin généraliste a essayé de l'examiner, mais l'examen a été complexe et n'a pas du tout pu être complet. Donc, l'équipe a décidé de faire une consultation à Handiconsulte. Donc, alors voilà, effectivement, Handiconsulte, on a du matériel qui nous permet, qui facilite l'examen. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, qui nous écoutent, on utilise le Papous Board. Alors, le Papous Board, c'est une planche avec des scratchs. C'est un système de contention douce qui nous permet en fait d'immobiliser le patient plutôt que d'être à 5, 6 ou 7 dessus pour le tenir, pour pouvoir mieux l'examiner. Et en plus de ce Papous Board, on utilise systématiquement le méopa. Donc le méopa, c'est le mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote. Donc c'est un gaz qui est utilisé pour détendre la personne et pour diminuer la douleur.
Donc, grâce à ces deux outils, nous avons pu examiner un examen médical complet. Et donc, nous avons pu retrouver pour Élodie deux gros bouchons de cérumen dans les deux oreilles. Donc, il faut savoir que c'est quand même extrêmement gênant. Ça peut même être douloureux. Donc, nous avons pu les retirer. Et derrière ces deux bouchons, nous avons découvert une otite bilatérale, donc de chaque oreille, une otite qui devait être présente depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Donc, une otite, c'est extrêmement douloureux. Et notamment, la douleur est majorée en position allongée, donc ce qui pouvait tout à fait expliquer pourquoi Élodie ne voulait pas forcément aller dans son lit le soir. De plus, on a réussi à lui faire donc, un ASP, qui est une radio du ventre, qui a permis de constater une constipation importante. Alors c'est pareil, hein, la constipation, c'est quand même quelque chose qui engendre des douleurs. Quand la personne a des selles, les intestins remplis de sel, que ça remonte quasiment jusqu'à l'estomac, il faut savoir qu'en position allongée, les intestins remplis de sel peuvent énormément appuyer sur les poumons et gêner la respiration. Donc voilà, un traitement a été mis en place pour son otite ainsi qu'un traitement pour sa constipation. Alors, deuxième exemple. Alors, un deuxième exemple. Donc, il s'agit de Jean-Claude qui vit en femme. Il ne dort quasiment plus depuis 10 jours. Il présente des troubles du comportement, notamment au moment des repas, et il semble avoir perdu totalement l'appétit. Jean-Claude est un patient non verbal, mais il sait pourtant montrer les parties de son corps quand il a mal quelque part, et là, il s'avère qu'il montre le ventre et il montre la bouche. Donc, le médecin de la structure a essayé de l'examiner avec difficulté, car Jean-Claude est très opposant pour les soins. Il est replié sur lui-même, il est même parfois agressif envers les autres résidents, envers les éducateurs. Donc, HandiConsult a été sollicité pour essayer voilà, de voir un peu quel était le problème et d'examiner du coup ce résident. Donc une douleur dentaire et plus ou moins une douleur abdominale a été suspectée par le médecin de la structure. Donc, de la même façon, nous avons pris en charge Jean-Claude grâce à l'utilisation du Méopa, du pad pouce-borne. Nous avons pu réaliser un examen médical complet et il a été retrouvé une constipation importante à l'examen clinique confirmé par l'ASP. Donc, voilà, ça a expliqué pourquoi Jean-Claude pouvait se plaindre de son ventre. Et surtout, il a été mis en évidence deux énormes abcès dentaires quasiment prêts à se rompre, avec des dents très très abîmées. Cela a nécessité une prise en charge rapide par un stomatologue, la mise en place d'un traitement antalgique et bien sûr d'un traitement antibiotique afin de gérer ça dans l'attente de l'extraction des dents. Voilà. Un dernier exemple, alors ça c'est un exemple qui nous a été rapporté. Il s'agit d'Éric, 45 ans, un patient porteur d'un syndrome de l'X fragile associé à un déficit intellectuel avec une cécité bilatérale. Éric a une bonne compréhension verbale, il répond aux questions simples, il n'a aucun antécédent particulier et il sait manifester ses douleurs quand il en a, que ce soit à la fois des douleurs digestives, abdominales ou dentaires. Là, le problème actuel qui se pose, c'est que Éric a de la diarrhée, des vomissements depuis plusieurs jours. Il est prostré dans sa chambre depuis 48 heures. Il refuse toute hydratation, toute alimentation. Il n'a pas de trouble du comportement, mais par contre, il est très, très fatigué. Le médecin de la structure suspecte une gastro-entérite aiguë. Il met donc et propose un traitement adapté dans ce sens. Mais bon, cela n'a pas d'effet et l'évaluation de la douleur est difficile. En fait, il s'avère que Éric a finalement été transféré aux urgences quelques heures après le passage du médecin de la structure et le diagnostic est celui d'une péritonite appendiculaire avec un abcès hépatique. Donc ça, c'est une forme très très grave d'appendicite. Le pronostic vital a été engagé et il a bénéficié d'une chirurgie en urgence.
Cet exemple, en fait, c'est simplement pour vous montrer que le comportement d'Eric ne laissait pas forcément penser à une douleur aussi intense qu'elle aurait pu le faire croire. Voilà. Voilà, merci de votre Merci attention. de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup à vous. Effectivement, oui, il y a des questions. Alors, vous pouvez continuer à les poser dans l'onglet questions-réponses. Elles seront donc ensuite présentées aux intervenantes au fur et à mesure. Donc, les premières questions donc, sont par rapport à la présentation que vous avez fait donc, au tout début. Vous avez parlé du déficit en mélatonine. Donc, on a eu une question sur comment savoir s'il y a un déficit en mélatonine. Est-ce qu'il y a des possibilités de le savoir par des prises de sang, par exemple? Alors non, on ne dose pas la mélatonine en routine, ça se fait pas. Ça doit pouvoir se faire dans des études cliniques, mais nous, enfin en pratique en clinique, ça ne se fait pas. Par contre, on s'en rend compte parce qu'il y a des troubles du sommeil. Enfin, très souvent, les personnes ont beaucoup de mal à s'endormir, ont un sommeil de très mauvaise qualité ou ne dorment que juste quelques heures. Donc, c'est souvent, en fait, en échangeant avec les personnes, pour les enfants, notamment avec leurs parents, qu'on se rend compte quand même qu'il y a une grosse problématique autour du sommeil et qu'un traitement par mélatonine peut être essayé, mis en place. Et s'il est efficace, c'est qu'il y avait certainement un déficit en mélatonine. Après, il faut savoir que la mélatonine, l'administration de mélatonine, voilà, c'est pas du tout nocif pour le patient, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est très très bien toléré. Donc, très fréquemment, en fait, on peut proposer la mélatonine en traitement d'épreuve sur 3 mois, par exemple, pour voir un petit peu l'efficacité que ça peut avoir sur la régulation du sommeil. Merci beaucoup. On a ensuite des questions par rapport à l'augmentation de la fréquence cardiaque. Vous en avez parlé également tout au début. Donc, il y a les origines qui sont questionnées. Est-ce que ça peut être lié à l'angoisse? Quelles préconisations pourraient être faites à des professionnels qui ont face à eux des personnes TSA et qui ont des doutes quand il y a une douleur qui est associée? Est-ce que la prise de pouls est conseillée? Voilà, qu'est-ce qu'on peut donner comme indication aux professionnels? Alors, bien sûr, du coup, l'augmentation de la fréquence cardiaque, ça peut être lié à plusieurs choses, en fait. C'est la stimulation du système parasympathique, donc c'est le nerf vague, en fait, qui se met en stimulation. Donc, l'angoisse, bien sûr, ça peut faire augmenter la fréquence cardiaque et la douleur, bien évidemment, aussi. Après, ça peut être, une personne qui est angoissée va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Une personne qui va avoir une stimulation émotionnelle importante, un patient qui va appréhender un geste médical, une personne qui souffre va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être évalué par les soignants. C'est quelque chose qu'on utilise nous toujours en fait dans notre prise en charge quand on examine le patient. On est toujours vigilant à sa fréquence cardiaque parce que ça nous apporte beaucoup d'indications sur l'état de notre patient. En début de consultation, très souvent, la fréquence cardiaque est élevée parce que les personnes sont souvent très anxieuses à leur arrivée en consulte. On se rend compte qu'au milieu de consultation, quand tout se passe bien, la fréquence cardiaque diminue beaucoup. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un indicateur que de la douleur, effectivement. Merci beaucoup. On a ensuite des questions sur les troubles, troubles constipation, troubles digestifs. Donc, il y a différentes questions qui ont été posées sur ce thème-là. Donc, est-ce fréquent concernant le public TSA déjà? Ces douleurs, est-ce qu'elles sont associées aussi quand elles sont associées au moment des repas? Est-ce que ces douleurs-là, il y a des solutions qui peuvent être envisagées? Donc, voilà, il y a cette double question de savoir si c'est plus chez les personnes TSA que chez les autres et quelles solutions on peut trouver quand il y a ces troubles qui apparaissent, puisque la problématique du traitement médicamental est posée aussi derrière, parce qu'on ne peut pas, dans la durée, donner des antispasmodiques. Donc, il y avait cette question aussi en arrière-plan.
Alors, le problème des troubles digestifs, effectivement, c'est un problème, voilà, c'est une des causes les plus importantes de douleur chez la population, cette population de patients, les patients avec TSA. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà parce que la mobilité intestinale, hein, la motricité intestinale peut être ralentie de façon physiologique, hein, de façon naturelle, mais aussi très souvent à cause des médicaments, hein, qui sont donnés, notamment les antipsychotiques, hein, les neuroleptiques qui ralentissent le transit. Voilà, donc tout ça, effectivement, ça va être l'inactivité. Voilà, l'inactivité aussi. L'alimentation aussi, hein, parfois, effectivement, le faible apport en fibres voilà, peut expliquer une constipation plus importante, une hydratation aussi qui n'est pas forcément suffisante. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer déjà d'en expliquer la cause. Donc, quand effectivement la cause elle est iatrogène, c'est-à-dire à cause des médicaments que la personne prend, ben, il faut réévaluer toujours de toute façon le bénéfice par rapport au risque. Hein. Et puis après, ben, il faut donner des conseils hygiéno-diététiques, hein, sur l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut majorer l'apport de fibres dans l'alimentation, majorer l'hydratation, renforcer les conseils sur une activité physique régulière. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, proposer des activités, marcher, voilà, hein, proposer des activités physiques pour stimuler la motricité intestinale. Évidemment, il existe des traitements, des laxatifs qui peuvent être donnés. On en prescrit quand même très régulièrement en handiconsulte. Il n'y a pas forcément de conséquences majeures, pas de problématiques à avoir un traitement laxatif sur du long cours. Parfois, effectivement, enfin, c'est très souvent le cas, en fait. Hein, les patients peuvent avoir des laxatifs au long cours. Hein, parfois, on n'a pas le choix, hein, ils le font. Hein. Il n'y a pas d'effet secondaire au premier plan voilà, de ce type de traitement au long cours. Merci beaucoup. Et par rapport à ces troubles-là, justement, on nous demandait comment réaliser des bilans par rapport à ces troubles digestifs, notamment pour des personnes non verbales. La première façon de faire le diagnostic, hein, d'une constipation, c'est l'examen clinique, de toute façon. Hein. C'est même la seule façon de faire le diagnostic, hein, c'est effectivement que le médecin voilà, puisse examiner la personne, hein, le patient. Après, parfois, il faut avoir recours à des examens complémentaires. Quand l'examen clinique s'avère compliqué, ça va être l'ASP, hein, la radio de l'abdomen. Et là, ça nous permet de mettre en évidence ce qu'on appelle la stase intercorale, hein, les matières qui stagnent, hein, et qui ne sont pas évacuées. L'importance de l'air au niveau du tube digestif, hein, qui est majoré quand il y a des blocages. Parfois, on peut voir des intestins qui remontent et qui poussent la coupole diaphragmatique tellement les selles prennent de place dans l'abdomen. Et cela, ça peut entraîner voilà, des troubles respiratoires, une sensation d'oppression, des choses comme ça. Donc, la radio, parfois, nous aide aussi à évaluer l'importance de la constipation. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons des questions sur le cadre d'utilisation du Méopa. Par qui peut-il être utilisé? Est-ce qu'il peut être utilisé en structure? Le Méopa, en fait, peut être utilisé. Il faut une petite formation qui est très rapide. Hein, c'est quand même c'est un outil qui est très facile à utiliser. Le Méopa, au départ, ça fait toujours un petit peu peur parce que ça ressemble à une bouteille d'oxygène. On applique un masque. Enfin, c'est un petit peu particulier. La première fois que nous on l'a utilisé, on n'était pas forcément très à l'aise. Maintenant qu'on le pratique quasiment au quotidien, on se rend compte que c'est extrêmement facile à utiliser, qu'il n'y a aucun effet secondaire. Le seul risque, si la personne a mangé avant, c'est les vomissements, parce que ça peut entraîner des nausées. Mais c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Hein. Nous, ça nous a quand même permis d'examiner des personnes que le médecin ou l'infirmière de la structure où la personne vivait n'arrivait même pas à approcher, hein, parce que ça, sur des personnes très agitées parfois, sous Méopa, ils s'endorment quasiment. Donc, c'est quand même très efficace. Sur certaines personnes, ça l'est un petit peu moins. Mais globalement, ça marche très bien.
avec pas d'effet secondaire. Une fois qu'on enlève le masque, qu'on arrête de diffuser le méopa, en 30 secondes, 1 minute, maximum 2 minutes, la personne a récupéré son état antérieur. Donc, ça peut être utilisé par des infirmières. Par contre, c'est toujours avec la présence d'un médecin. Ça nécessite une surveillance médicale par rapport au risque de vomissement et au risque d'inhalation, en fait. Donc, faut qu'il y ait un médecin sur la structure au moment de l'utilisation du méopa. Après, ça peut être administré dans n'importe quelle structure à partir du moment où il y a une infirmière et un médecin sur place, en fait. Hein. Le truc, c'est que ça coûte quand même assez cher. Hein. C'est pas non plus... nous, on l'utilise beaucoup. On a la chance de pouvoir l'utiliser beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui a un coût. Merci beaucoup. On a aussi une question sur le Papoose Board. Alors là, ce n'est pas par rapport à son utilisation en structure, c'est plus pour savoir qu'est-ce que c'est réellement le Papoose Board. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas mis de photos parce que nos collègues qui ont présenté en DiConsult mardi avaient présenté ce que c'était que le Papoose Board. Donc, si les gens se questionnent, je pense qu'ils peuvent voir en replay la présentation dans DiConsult qui a été faite mardi parce que le Papoose Board est présenté. Alors, pour essayer de vous expliquer, mais je n'ai pas la photo sous la main, c'est une planche avec un système de scratch qu'on rabat. On met la personne sur cette planche, mais c'est une planche en mousse, hein, c'est quand même assez confortable. On met la personne sur cette planche, on rabat les scratchs sur elle et ça fait comme un espèce de grand sac de couchage qui maintient la personne en fait. On s'est rendu compte, alors nous au départ, c'est vrai qu'on trouvait ça, on avait l'impression que c'est un petit peu impressionnant, mais finalement, notamment les personnes avec autisme qui aiment, qui sont en recherche de sensations de contention, au niveau cutané, qui aiment être un petit peu, les personnes qui apprécient notamment les gilets lestés, les choses comme ça, se trouvent très à l'aise en fait dans le Papoose Board. Cette sensation d'être enveloppée, souvent, n'est pas du tout agressive et dérangeante pour eux. Alors, de toute façon, on l'utilise toujours qu'en dernier recours. C'est vraiment pas quelque chose qu'on utilise systématiquement. On essaye toujours de faire venir les personnes à l'examen et sur le guide de consultation par plein d'autres moyens, la distraction, les jouets sensoriels, les vidéos. On l'utilise vraiment que quand on n'a pas le choix, que la personne semble vraiment souffrir et qu'il faut qu'on trouve ce qui se passe et qu'on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser le Papoose Board. On l'utilise toujours avec le méopa. Dès que le méopa fait effet, on enlève le Papoose Board, évidemment. On ne laisse pas la personne dans le Papoose Board pendant 1 heure de consultation. Ça, c'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup. On a eu différentes questions sur, plusieurs personnes disent que c'est très bien ce que vous faites, quand ils consultent, ils aimeraient bien en avoir sur leur territoire, nous posent la question si ça existe, notamment on a eu des questions en Mayenne, à Lyon, en Île-de-France. Donc, est-ce que vous pouvez donc nous expliquer un petit peu le dispositif en DiConsult et par rapport à où on peut se renseigner pour savoir si ça existe sur son territoire? Alors, pour vous renseigner si ça existe sur votre territoire, je pense que le plus simple, c'est de vous adresser à l'ARS régionale, parce que du coup, les dispositifs en DiConsult, ça a vraiment été un souhait des ARS, en fait, de développer ça et de l'étendre sur tout le territoire national. Donc, il en existe de plus en plus, alors qui s'appelle en DiConsult ou autre, parce que chacun a pu donner un nom un peu différent à sa structure. Mais du coup, c'est vraiment auprès des ARS que vous allez pouvoir vous renseigner sur l'existence de structures dans votre région. Mais il en existe effectivement de plus en plus voilà, dans chaque département. À Lyon, je crois que c'était une personne de Lyon. À Lyon, il y en a un. Oui, à Lyon, c'est même le secteur où les premiers en DiConsult se sont un peu développés. Donc oui, Lyon, ils ont une structure. Après, en Bretagne, je ne sais pas. Dans l'ouest de la France, il y a La Rochelle. Il y a Bordeaux, Bordeaux, Niort, Châtellerault, voilà. Après Annecy, il y a aussi Annecy. Dans le sud de la France, il y en a. Non, il y en a partout. Il y en a de plus en plus, mais l'information se trouve oui, sur les sites ARS. Oui.
Oui, on a une question, alors voilà, on ne va pas trop approfondir puisqu'effectivement c'était dans la présentation d'e-consult donc qui a été faite en début de semaine, qui sera disponible en replay sur le courant du mois d'avril. Juste une question rapidement pour savoir si vous touchez toute tranche d'âge au niveau d'e-consult. Oui, Oui, oui. toute tranche d'âge. Le de- plus petit va avoir 3 ans et la personne la plus âgée, 76 ou 17. Oui, oui, toute tranche d'âge. Pas de critères d'âge. On accepte de voir tout le monde. Merci beaucoup. On a ensuite une question donc, sur une personne, donc là c'est assez ciblé, donc une personne qui ressent des douleurs de manière assez particulière, qui va les associer par exemple à des couleurs, mais en fait ces couleurs vont être amenées à varier selon les jours, donc ça peut être un jour du noir, le lendemain elle aura aussi mal, mais ce sera une autre couleur, et donc est-ce qu'il y a un travail qui est possible pour essayer de mieux arriver à identifier les zones, par exemple par rapport au fonctionnement de cette personne-là qui va travailler plutôt sur des couleurs ou des formes géométriques? Est-ce que vous auriez des conseils à donner? Alors là, ce serait plutôt peut-être faire un point sur un profil sensoriel, ouais, sur un bilan sensoriel, pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement sensoriel de ce patient. Parce que c'est vrai que voilà, la personne lambda qui va arriver face à différents dessins, différentes choses voilà, réalisées par ce patient ne va pas forcément comprendre de façon instantanée ce que ça veut dire, ce que ça représente, s'il n'y a pas eu une étude sensorielle déjà établie. Donc, les bilans sensoriels, ce sont des choses qui se font, qui se développent de plus en plus. Hein. C'est souvent effectivement les psychologues qui sont formés psychomotricienne. Ouais, psychomotriciens. Alors malheureusement, c'est vrai que c'est pas pris en charge pour le moment par la sécurité sociale. C'est assez onéreux, mais c'est vrai que c'est quand même super chouette et ça aide beaucoup de familles, beaucoup de structures à comprendre un petit peu le fonctionnement du patient et à mettre en place des choses afin effectivement voilà, d'adapter la prise en charge au mieux, la plus sur mesure possible. Merci beaucoup. On a ensuite une question qui est sur le rapport au sang d'une personne avec TSA. Donc, c'est une question qu'on a pu avoir ce matin puisqu'il y avait l'approche sensorielle de l'autisme qui était développée. On n'avait pas eu le temps de traiter cette question et je l'avais encouragée à la renouveler sur ce webinaire-ci. Donc, en fait, la problématique qui a été posée à plusieurs reprises, c'est de dire, voilà, la personne a un lien au sang assez particulier. Soit elle ne réagirait pas à des douleurs alors qu'il n'y a pas de sang qui apparaît, mais dès qu'il y a une goutte de sang, c'est tout de suite la personne se sent très mal. Et on avait eu une autre aussi question, c'était sur le fait de rechercher le sang pour une autre personne avec TSA qui cherchait à se gratter, à se couper les ongles, enfin à s'arracher la peau et qui cherchait le sang. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans les patients que vous rencontrez et quelle réponse on peut apporter à cette problématique? De la même façon, là, Oui. on est dans un problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est dans une particularité sensorielle. Hein. On est dans une hyper ou dans une hyposensibilité. Voilà, les patients qui vont aller sur des gestes, effectivement, d'automutilation, de grattage profond, ce sont souvent, effectivement, des patients qui ont une hyposensibilité tactile, hein, une nociception plus faible, hein, donc ils vont avoir besoin de stimuler davantage pour arriver à ressentir une sensation. Déjà, il faut arriver à identifier ça. Donc déjà, quand c'est identifié, qu'on arrive à comprendre que c'est pour une recherche de stimulation, c'est bien. Après, c'est pas toujours le cas. Hein. Parfois, il faut toujours éliminer le problème somatique avant tout. Il faut essayer déjà de comprendre est-ce que la patiente, enfin le patient ne se gratte pas pour une autre raison que simplement la recherche de sensation. Mais quand on arrive à cette hypothèse, à ce diagnostic, là, après, il faut essayer de trouver des solutions par rapport à son environnement, comment on pourrait apporter voilà, une stimulation sensorielle autrement que en laissant le patient trouver lui-même la solution et en allant sur des gestes d'automutilation. Donc, ça va être par exemple la couverture lestée qui va entraîner un appui profond au niveau des petites fibres sensitives, qui a vraiment du coup un intérêt dans la stimulation profonde. Et ça peut être intéressant chez ces patients qui ont une hyposensibilité au toucher. Là, c'est pareil, hein, d'où l'intérêt effectivement d'effectuer certainement un bilan sensoriel, de s'orienter vers des psychologues ou psychomotriciennes qui sont formés et qui pourront donner des pistes de travail
pour essayer de mieux appréhender ces problématiques. Merci à vous. Une autre question sur les outils d'échelle dont vous avez parlé durant le webinaire. Donc là, je pense que c'est un professionnel qui explique qu'il y a un souci, qu'il n'arrive pas à mettre en œuvre cette échelle. Donc, en tout cas, la personne n'est pas réceptive pour remplir l'échelle. Est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là des bilans médicaux régulièrement pour éviter de passer à côté d'un problème? Alors, du coup, la personne n'est pas réceptive à faire l'échelle. Du coup, vous parlez du soignant? Alors là, plus précisément, il est indiqué quand la personne n'arrive pas à utiliser les outils d'échelle, n'arrive pas à montrer où est la douleur. Faut-il faire des bilans? C'est tout l'intérêt de toute la partie où je vous ai présenté les échelles d'hétéroévaluation, où là, du coup, le patient ne participe pas du tout dans l'évaluation de son échelle. Là, c'est vraiment la personne extérieure, la tierce personne, que ce soit le soignant, la famille, l'aidant, les éducateurs, ce sont eux qui vont évaluer l'échelle par rapport à l'observation du patient. Donc, en fait, il suffit simplement d'observer le patient. Après, il faut quand même effectivement s'approprier l'échelle. Il faut que le soignant s'approprie l'échelle et l'habitude de l'utiliser. Voilà, donc là, je vous ai présenté différentes échelles, notamment l'ESDA, qui est une échelle assez simple sur 6 items, où on étudie effectivement le faciès, la modification du sommeil, la modification du comportement, enfin voilà. Donc ça, c'est quelque chose de simple à réaliser et il n'y a pas besoin du tout de faire intervenir le patient pour remplir cette échelle. Merci. Donc là, on va terminer sur 2-3 questions, donc n'hésitez pas à en poser des complémentaires puisqu'on va arriver à 15h10 bien prochainement. Une question sur les troubles du sommeil. Est-ce que les troubles du sommeil ont une influence sur la perception de la douleur? Alors oui, ça peut. Parce qu'effectivement, quand il existe d'importants troubles du sommeil engendrant une fatigue chronique, comme tout à chacun, voilà, la fatigue peut majorer les sensations et notamment la sensibilité à la douleur. J'en profite sur cette question sur les troubles du sommeil. On nous demande si la mélatonine est prise en charge par la sécurité sociale. Alors oui, pour les patients de moins de 18 ans. Pour les mineurs. Après, non. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, une question sur donc une piste pour aider une personne hyposensible avec la maladie de Pica. Donc peut-être que je vous laisse expliquer la maladie de Pica. Donc comment aider ces personnes hyposensibles avec maladie de Pica? Alors, la maladie de Pica, du coup, donc ça va être des patients qui vont être qui vont aller du coup être en recherche de stimulation gustative et qui du coup vont un peu manger, enfin au moins mettre à la bouche tout ce qu'ils trouvent, et souvent effectivement des choses avec des textures, des odeurs assez importantes. Donc ça peut être voilà. Des patients qui vont aller manger de la terre, ça peut aller même jusqu'à manger des matières fécales. Enfin voilà, le pica, ça peut être un peu tout ça. Voilà. Et ben, du coup, comment les aider? Alors déjà, il faut encore une fois, quand on peut, établir un profil sensoriel, faire un bilan sensoriel pour vraiment voilà, essayer d'axer un petit peu l'importance de l'hypostimulation. Et puis après, il faut essayer de proposer effectivement des textures, des goûts qui sont adaptés à ce patient pour lui proposer des alternatives à ce que lui peut arriver à mettre en place par lui-même. Si la personne est en recherche de sensations, parce que c'est le cas a priori, on peut lui proposer des aliments très forts, des aliments pimentés pour pouvoir un petit peu saturer ses canaux sensoriels et éviter qu'il aille rechercher des sensations autres ensuite qui seront plus inadaptées, comme effectivement manger de la terre, manger ses sels. Donc ça peut être des aliments pimentés, des aliments très forts en goût. On peut aussi lui proposer des outils pour masser l'intérieur de la bouche. Il existe aussi des massages faciaux qui peuvent être effectués pour stimuler au niveau des joues, au niveau de la bouche, au niveau des mâchoires, pour essayer un petit peu de saturer les capteurs
qui sont hyposensibles et qui vont être en recherche de sensations. Mais tout ça, c'est pareil, ça peut être travaillé avec certains psychomotriciens ou psychologues un petit peu spécialisés. Les orthophonistes aussi, sont souvent assez sensibilisés à ça et peuvent faire ce travail-là avec les patients. Merci beaucoup. Et on a ensuite des petites questions. La première, sur à partir de quel âge peut-on prescrire la mélatonine, qui faisait suite à votre réponse d'il y a 2 minutes. Donc, de savoir à partir de quand est-ce qu'on pouvait prescrire de la mélatonine à un enfant. Alors, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. La mélatonine, il faut savoir qu'elle existe sous forme de sirop également. Elle existe en gélule, mais aussi sous forme de sirop. Donc, bien évidemment, on ne va pas prescrire ça à un nourrisson, mais ça peut arriver que chez des enfants de 3-4 ans, déjà présentant d'importants troubles du sommeil, on soit amené à prescrire de la mélatonine. Voilà, ça c'est possible. Merci beaucoup. Ensuite, une question sur le méopa. Donc, suite aussi à votre réponse tout à l'heure, une personne se questionnait pour l'utilisation du méopa et le fait que certains médecins n'en soient pas outillés, enfin, ne l'aient pas dans leur cabinet, et que ce soit un choix en fait de ne pas utiliser le méopa. Est-ce que vous pouvez donc expliquer un petit peu pourquoi certains médecins généralistes ne souhaitent pas utiliser cet outil-là? Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est très compliqué en médecine de ville d'avoir le méopa. Alors déjà, parce qu'il faut que ce soit sécurisé, donc il faut qu'il y ait un local fermé, sous clé. Et puis, comme disait Anne-Laure tout à l'heure, ça a un coût. Nous, on a la chance ici de pouvoir l'utiliser aussi facilement. C'est parce qu'en fait, on est dans une structure hospitalière qui nous accorde ça, en fait. C'est la pharmacie de l'hôpital qui nous le délivre. Donc, pour nous, effectivement, c'est simple. Mais les médecins qui l'ont à disposition en ville, c'est un coût qui leur revient directement. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même à prendre en compte. En médecine générale, moi, je n'ai pas en ma connaissance des médecins libéraux qui en ont. Certains dentistes l'utilisent. Alors, ce sont des dentistes effectivement qui sont sensibilisés au monde du handicap et qui voient beaucoup de patients pour qui les soins dentaires sont compliqués et qui du coup ont été amenés à se former à ça et ils y trouvent leur intérêt parce que les soins du coup se passent beaucoup plus facilement. Donc en libéral, c'est vrai que c'est essentiellement les dentistes qui se le sont procurés. Merci. Et je pense qu'on clôturera sur cette question qui est de savoir si vous pratiquez l'hypnose dans le centre HandiConsult et s'il y a d'autres centres qui, à votre connaissance, utilisent l'hypnose. Alors, l'hypnose, moi, je suis du coup formée à l'hypnose. Malheureusement, ce n'est pas simple de le pratiquer sur une structure comme HandiConsult parce que nous sommes une structure, on est amené essentiellement à faire de la consulte et du bilan somatique, mais ça peut peut-être être quelque chose qui pourra être développé dans quelques temps. Sur les structures HandiConsult, à ma connaissance, il n'y a pas de consultation d'hypnose. Après, il y a de plus en plus d'infirmiers, d'aides-soignants, de médecins qui sont formés à l'hypnose et qui peuvent se servir de l'hypnose dans le cadre de leur activité. Donc, ça peut être du travail d'hypnose un petit peu différent de d'une séance d'hypnose en tant que telle. Ça peut être de la distraction, ça peut être des choses comme ça qui sont faciles à mettre en place et qui peuvent s'utiliser dans la pratique au quotidien. Nous, ce qu'on essaie d'utiliser, c'est ce qu'on appelle l'hypnoanalgésie, donc on a été formés. C'est essentiellement pour nos patients, parce que des patients avec déficience intellectuelle, autisme associé à déficience intellectuelle, c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'on utilise essentiellement, c'est la distraction, en fait. Essayer de centrer la personne sur autre chose que la prise de sang qui va être douloureuse. Donc, par le biais de jeux lumineux, par le biais de DVD, de clips vidéo, tout ce qui va pouvoir centrer la personne sur autre chose que le geste désagréable. Et ça marche très, très bien.
Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre présentation et pour toutes les réponses aux questions. Il y en a eu, voilà, il y en a certaines qui viennent juste d'être posées. Je suis désolée, on ne pourra pas répondre à cette dernière question puisque l'heure est arrivée. En tout cas, merci beaucoup à vous, docteur Lemonnier et Madame Perronnet, d'avoir participé à ce webinaire. Je vais vous laisser clôturer du coup ce webinaire et j'encourage toutes les personnes lors de l'enquête de satisfaction à indiquer dans leurs commentaires si d'autres thématiques souhaitent, si un souhait d'autres thématiques pour les webinaires qui seront organisés en fin d'année. Merci à vous, merci beaucoup à vous et je vous laisse clôturer avant de mettre fin au webinaire. Merci à vous de nous avoir invités. Nous, on a été vraiment ravis de participer. On espère avoir fait une présentation claire qui a pu voilà, donner des informations aux gens. J'espère qu'on a répondu aux attentes. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, HandiConsult, nous envoyer un mail si les gens ont des questions ou s'ils veulent voilà, savoir comment fonctionne aussi HandiConsult. Voilà, bien sûr, nous restons à votre disposition. Merci pour votre écoute. À bientôt, au revoir.